Jean-Pierre un jour m'a proposé d'intervenir sur Les Amours. Il devait quitter Les Amours et donc j'ai postulé avec la production des Amours et je suis devenu animateur de plateau sur l'émission de télé des Amours. Donc on attrape tous quand on arrive sur cette ville rouge, cette énergie captivante et la magie de la ville. C'est là que je me suis dit bon, j'ai peut-être quelque chose à faire et j'ai donc attaqué les travaux dans cette maison. Je pensais faire ça en 6 mois, d'après ce que les entrepreneurs me disaient. Et malheureusement, ça a pris presque 18 mois. C'était une drôle d'aventure. J'ai eu beaucoup de freins, notamment social, mes amis, mes collègues, mes parents, en me disant tu quittes une bonne place, qu'est-ce que tu vas retrouver? Je pense que toutes les grandes personnalités de ce monde ont tous une maison ou une connexion à Marrakech. J'ai été vite sollicité, j'étais quasiment le seul à faire ce genre de métier quand je suis arrivé au Maroc. Le Maroc est une terre d'accueil et te permet de faire des choses si tu as la volonté, le courage, l'ambition, la passion de pouvoir réaliser tes rêves. C'est fantastique. La dernière personnalité était Robert De Niro. Il avait son staff, il y avait 7 personnes, tout était minuté à la seconde sur l'interview. On était 15 en prod à la Mamounia. Donc évidemment, dès que l'interview est terminée, tout le monde se lève, tout le monde veut faire un selfie. Salut Christophe, je commence toujours par, c'était quoi ton premier souvenir du Maroc, ta première fois? Tu te rappelles? Alors, mon premier souvenir du Maroc, je suis venu en 1987 et j'ai découvert la région d'Agadir grâce au démarrage de ma carrière de DJ, où j'ai eu la chance de répondre à une annonce et j'ai été recruté pour venir faire une saison de 6 mois à Agadir. Et ça a été ma première immersion au Maroc, absolument fantastique. Je vais avoir 24 ans et je découvrais on va dire, les péripéties du Maroc et ses aventures absolument hallucinantes à mon jeune âge. En tant que DJ alors? Voilà. Ok, c'est quel type de musique? À l'époque, il n'y avait pas ce choix, on va dire, qu'on retrouve aujourd'hui, mais en tous les cas, on était dans une culture musicale qui était, bon, il y avait à l'époque de la funk, de la soul, de la new wave, du rock. On avait une espèce de variation musicale qui devait répondre à la cible des clients qui venaient dans ce club. Et à l'époque, ce club était un club qui était assez sollicité par les Casablancais qui venaient en avion tous les week-ends. Ça s'appelait le Biblos. Ça a été une super aventure ce club pour moi. Voilà, c'était mon premier contact avec le Maroc et je m'en souviens comme si c'était hier. Et toi, tu vivais en France? Tu vivais où? Ouais, tout à fait. Je viens de la région de la Loire-Atlantique, dans une petite ville qui s'appelle Guérande, qui est proche de La Baule, de Saint-Nazaire et de Nantes, sur laquelle j'ai grandi d'une famille qui était maraîcher et qui était des parents travailleurs qui m'ont appris la valeur de l'argent et du travail en tous les cas. Donc tu as vécu cette expérience de DJ là-bas. Quand est-ce que tu es reparti, tu es revenu? Ouais, après j'ai eu la chance de faire une carrière un peu internationale en tant que DJ, parce que j'avais une agence avec qui je travaillais à Paris et ils m'envoyaient sur tous les spots où il y avait besoin d'un DJ agile qui pouvait répondre à une clientèle assez large et par rapport à ce que j'avais dans la programmation. Et c'était une aventure, donc j'ai fait pas mal de pays, j'ai même travaillé sur les bateaux de croisière. Enfin, c'était une carrière assez riche. Et les plus gros clubs, c'était à l'île de la Réunion où j'avais à peu près des clubs de 3000 à 4000 personnes. Je travaillais 2 jours par semaine. J'étais connu comme une star là-bas. Je faisais la une du Télé 7 jours local. C'était un truc de fou. J'arrivais, il y avait une file indienne garçon, une file indienne fille. Et il y avait 200 mètres de queue devant la caisse. C'était l'époque des années 80, 90. Une belle époque. Ouais, j'étais DJ aussi à une époque en Belgique. Ah d'accord. Pas à ce niveau-là, mais... Bon, c'est pour ça que tu m'as posé une question précise. Ouais, j'adore le monde de la musique aussi. Ok. Ouais. Avec quelle musique justement, si je te repose la question? Moi, c'était hip-hop. D'accord. Ouais. Excellent. J'organisais des soirées sur un bateau, on avait une émission de radio aussi. Excellent. Très local, mais c'était intéressant. Ok. Donc je comprends mieux le passage maintenant devant la caméra, et l'émission de radio, DJ. On est un peu sur des parcours similaires. Ouais, en fait, j'ai toujours aimé le partage. Je trouve à travers la musique, même en tant que DJ, tu peux vraiment partager des choses aux gens. Complètement. La transmission de musique, d'émotions, et puis effectivement de connaître un peu aussi les goûts ou de leur faire découvrir une programmation qui te touche. Donc à toi de la placer dans une programmation et de faire monter ce qu'on connaît en tant que DJ, l'effervescence d'une programmation de nuit, quoi.
Et ben ça, c'est magique, ça. Ouais. C'est des moments inoubliables. Et après le Maroc? Après le Maroc, je suis rentré en France. Donc voilà, j'ai tourné, comme je te disais, à l'île de la Réunion. J'ai bossé dans des clubs en France, dans ma région où j'étais. Mais comme j'aimais voyager, j'avais le goût déjà du voyage et des cultures, je ne pouvais pas rester dans ma région, j'avais besoin de voyager. Et donc c'est pour ça que cette agence m'a amené à travailler dans différents pays. Dans mes expériences, effectivement, j'ai eu la chance de bosser avec des grands DJ, dont Laurent Garnier. Et c'était également une belle expérience parisienne. Bon, lui était vraiment avant-gardiste déjà à son jeune âge. Il partait à Londres toutes les semaines chercher les nouveautés, les nouveaux vinyles qui allaient cartonner 3 ou 6 mois après. Il était en avance déjà. À quel moment tu es revenu vers le Maroc après cette période? Bah après, voilà, il y a eu tout un parcours. Quand je suis passé de DJ, je suis passé après animateur de radio. On m'a proposé aussi de lancer une radio à l'île de la Réunion. Bon, j'ai eu une belle carrière de DJ. Après, certains propriétaires de clubs m'ont demandé si j'étais capable de lancer une radio. Donc, du coup, j'ai été voir Radio Star à Marseille, sur lesquels j'ai proposé à Radio Star de venir nous rejoindre et de trouver une solution pour travailler sur une identité de marque de radio qui était équivalente à celle de Marseille. Et ils ont, à ma grande surprise, ils ont complètement accepté l'idée et ils sont venus passer 1 mois et demi. Ils nous ont ramené l'ensemble des bobineaux de jingle, toute la couleur d'antenne, la programmation pendant 1 mois et on a lancé Radio Star à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Là-bas, c'était une aventure encore fantastique. Et après, j'ai bossé sur une autre radio qui s'appelait Radio Plus, donc il y a eu ce passage en radio. En tant qu'animateur radio, moi, tu as fait de la radio, tu sais les joies de l'antenne, c'est super sympa parce que bon, c'est pareil, tu es dans la persuasion d'une audience qui t'écoute et les personnes ne te connaissent pas non plus, ils entendent une voix sur laquelle cette voix leur est familière. Il y a une transmission d'énergie et puis de transmission musicale, puisque tu leur donnes en tous les cas le goût d'une programmation. À l'époque, moi, je programmais les disques que je souhaitais. Mais c'était une belle expérience, la radio, en tous les cas, ce qui m'a permis de migrer vers ces métiers. Ouais. Après, je suis passé sur Paris, animateur, présentateur sur des galas. Donc c'était pour des marques ou des entreprises où je faisais les galas de fin d'année. Après j'ai fait pas mal aussi de lancement de marques et de produits au Galeries Lafayette. J'étais animateur. Ma volonté était plus de m'orienter vers l'univers de la télé. Donc pour gagner ma vie, comme j'étais intermittent du spectacle, je m'étais lancé dans ces activités et j'avais pas mal de demandes. On tournait pas mal à l'époque en termes de travaux, on va dire, d'animateur. Donc du DJ à la radio, au monde de la télé. C'est ça. À ce moment-là, tu n'es pas encore installé au Maroc alors? Je ne suis pas du tout encore installé au Maroc. Il faut savoir que ma première expérience au Maroc a été aux alentours de 1987. Ouais. Il s'est passé, avant mon retour, il s'est passé presque 25 ans avant que je revienne, quoi. Donc après la phase DJ, animateur radio, tu as eu tout un univers avec la télévision? Ouais, effectivement. Beaucoup de chance d'avoir rencontré des gens comme Jean-Pierre Descombes, où je suis rentré en tant qu'animateur avec l'équipe des Jeux Intervilles. Alors, à l'époque, Guy Lux, qui était le producteur des Jeux Intervilles, produisait des Jeux Intervilles qui n'étaient pas télévisés, mais à vocation purement corporate pour le monde des entreprises. C'était une déclinaison du jeu télé sur lesquels j'ai avancé avec. Et puis Jean-Pierre, un jour, m'a proposé d'intervenir sur Les Amours. Il devait quitter Les Amours et donc j'ai postulé avec la production des Amours et je suis devenu animateur de plateau sur l'émission de télé des Amours. Du coup, à la télé, c'est ça, dès que tu plais à la production, bah, ils t'amènent sur d'autres émissions. J'ai enchaîné avec une autre émission avec Patrice Lafonte qui s'appelle Les Bons Génies. Ensuite après sur Vidéo Gag avec Bernard Monciel que je revois de temps en temps au Maroc aussi. Et Alexandre Deban qui était également DJ à la Baule, avec qui j'ai beaucoup collaboré et travaillé. L'idée était quand tu travailles sur des jeux, comme Les Amours par exemple, pour nommer que ce jeu, tu dois t'occuper du public, donc la réception du public. Si tu veux, c'est toute la mise en scène qui se met au niveau du public, au niveau des claps, des applaudissements, pour donner une espèce de tonalité de bonne humeur et de joie dans le public. Et après, les préparer ou les appréhender dès qu'il y a des gros plans qui se mettent en place sur eux pour évoquer l'émotion, la joie, les applaudissements, le rire d'une blague de l'animateur. C'est des choses qui sont faites, qu'on connaît dans le monde de la vidéo, qui sont recoupées
et intégrer après pour une réaction à l'animateur ou à l'invité ou à la personne qui est sur le plateau. Et Les Amours, c'était avec Jean-Luc Reichmann à l'époque? Exactement. C'est ça, ok. Exactement. Je garde un grand souvenir de Jean-Luc sur sa collaboration avec moi sur les Amours. C'est quelqu'un qui était très professionnel, qui fait une carrière fulgurante, puisqu'il est effectivement animateur et producteur aujourd'hui. Et quand on connaît l'ensemble de son parcours, d'où il vient, c'est absolument fantastique son parcours. Donc il y a tout ce passage télé. Après, c'est quoi la suite? J'ai eu la chance d'être recruté par le groupe Français des Jeux qui m'a proposé d'intégrer le département promotion et animation des Jeux. La vocation de ce métier était de partir sur le terrain, d'organiser des activités de promotion du millionnaire, du loto, les jeux phares de la Française des Jeux, dans le cadre de gros événements nationaux, alors estivales sur les routes des plages, et également toute l'année à travers des gros événements et les courses cyclistes avec l'équipe de la FDJ sur lesquelles j'étais présent. Donc voilà, j'ai travaillé avec le groupe presque 7 ans, et c'est mon passage d'intermittent du spectacle au passage de salarié qui m'a permis de me construire, en tous les cas, de me poser et d'apprendre un peu, on va dire, le fonctionnement d'une grosse entreprise, d'un grand groupe avec ses départements, ses actions, ses activités, sa hiérarchie, son marketing. Et ça a été une très grosse expérience pour moi dans ma carrière, sur lesquelles j'ai eu les joies de travailler dans ce grand groupe qui avait une image absolument hallucinante parce que au-delà du jeu, la Française des Jeux dégage une image absolument fabuleuse dans l'univers de l'argent et du rêve, ce qui fait qu'en tant que collaborateur de la Française des Jeux, quand j'arrivais sur le terrain, on était vraiment accueillis avec des conditions absolument fantastiques sur des événements importants. C'était une belle expérience. Alors après ça, j'ai vite un peu tourné en rond au bout de 7 ans et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc la Française des Jeux produit des jeux, j'étais fasciné par l'univers de la télé, comme tu l'as compris, mais l'idée était de passer plus devant la caméra et j'ai proposé à l'époque à mon directeur de département si je pouvais rentrer à la Française d'Images. Et puis la problématique était qu'il fallait que je quitte mon poste de salarié pour revenir à intermittent du spectacle. Donc ça m'a amené à réfléchir et c'est là que je me suis dit, bon, on va essayer d'imaginer une situation un peu différente. Et du coup, j'ai décidé de partir sur une expérience différente en venant au Maroc. Et quand je suis revenu au Maroc, ma mère était décédée en France, bien sûr. Je suis revenu, si tu veux, me recueillir après le décès. Et c'est là qu'il y a un truc qui s'est déclenché, qu'on attrape tous quand on arrive sur cette ville rouge. Cette énergie captivante et la magie de la ville. C'est là que je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à faire. En tous les cas, j'avais une petite revanche à faire pour peut-être ma famille, ma mère, sur lesquelles elle a malheureusement pas trop profité de sa retraite, puisqu'elle est partie assez jeune. Donc je me suis dit, bon, si moi je peux en profiter pour elle, ça serait une bonne chose. Et c'est là que j'ai rencontré le point de départ des personnes qui m'ont aiguillé, comme tu as dû rencontrer toi aussi, des personnes qui sont un peu porteurs d'un développement au Maroc et qui nous mettent en confiance, qui nous mettent face aux bonnes personnes pour ouvrir les bonnes portes. C'était le point d'entrée. Donc tu es arrivé au Maroc où tu refermais un chapitre de ta vie et tu étais prêt à démarrer une nouvelle aventure. C'est ça. Alors la nouvelle aventure, elle commençait. Déjà acheter une petite maison traditionnelle, un petit riad, où j'étais fasciné par ces maisons qui avaient un univers absolument et une histoire fantastique. Et j'ai donc attaqué les travaux dans cette maison. Je pensais faire ça en 6 mois, d'après ce que les entrepreneurs me disaient. Et malheureusement, ça a pris presque 18 mois. C'était une drôle d'aventure. Dans la région de Marrakech, ici? Médina, dans la Médina de Marrakech. Le riad s'appelait le Riad des Arts. Et c'est un riad que j'ai tenu pendant 20 ans. Alors après, avec des gens qui se sont occupés de la maison, où j'ai un peu lâché prise avec la maison, puisque j'étais un peu dépassé par les autres activités. Mais voilà. Quand tu l'as acheté, c'était dans le but d'en faire une activité pro? Alors, quand je l'ai acheté, ce riad, effectivement, tu as raison de soulever le point, c'était de faire un lieu d'accueil, ça s'appelait Riad des Arts, mais pas obligatoirement touristique, c'était plus pour l'univers de la production. C'était effectivement d'accueillir les équipes de télé
et d'en faire à la fois un lieu d'hébergement, un univers de production avec tout ce qui était post-production, parce qu'à l'époque il fallait du matériel un peu plus conséquent qu'aujourd'hui, donc ça nécessitait des studios, ça nécessitait du matériel lourd. J'étais parti sur cette idée. Bon, et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment la bonne solution. Après les recommandations de mes potes qui étaient dans le milieu de la télé, qui m'ont dit bon, ça ne sert à rien d'investir ce genre de lieu, puisque quand on vient, en général, on est invité par le ministère du Tourisme, donc on a les hôtels qui sont déjà prévus. Donc du coup, j'ai axé la maison sur l'ouverture touristique. Et là, ça a été un franc succès, ça a été au-delà de mes espérances. C'est toi qui gérais le lieu et Alors, j'ai commencé à gérer le lieu, effectivement. La gestion du lieu se passait où j'étais présent physiquement dans le lieu. Après, j'avais les bureaux de la deuxième activité parce que j'ai lancé une deuxième activité de société de production. Mais j'ai vite mis un collaborateur qui a pris la direction du Riad pour que je puisse me concentrer sur mon développement de la société de production à côté. Ce qui te donne plus de joie. Alors, faut savoir que la gestion d'une maison d'hôte, quand on arrive et tout, c'est absolument fantastique parce qu'il y a toute une histoire qu'on doit raconter. Les clients sont avides de connaissances pour savoir réellement pourquoi tu as investi dans une maison traditionnelle et c'est quoi l'histoire de la maison. Donc tous les jours, tu es obligé de pitcher les clients, leur expliquer pourquoi tu as saisi cette maison et quelle est l'histoire de la maison. Et en fait, c'est fantastique parce qu'après, tu te crées un lien d'affinité avec les personnes. Et c'est là que commence, si tu veux, la notoriété et les gens t'envoient du monde parce qu'après ils ont passé en général un très bon séjour et c'est ça qui fait le succès un peu d'un Riad, pas lié qu'à moi. Et juste pour revenir sur quand tu as acheté ce Riad, donc tu connaissais pas encore bien le Maroc et tu as acheté un Riad, tu as été conseillé, tu n'as pas eu peur de cet acte? Alors, la peur, les freins, les craintes, ça, tout le monde le vit. Ouais. Maintenant, c'est à soi de pouvoir travailler ces craintes et ces freins. C'est le dépassement de soi-même. Et évidemment, déjà, quand j'ai quitté la France pour m'installer ici, je quittais un grand groupe avec des conditions de salaire qui étaient honorables et j'ai eu beaucoup de freins, notamment sociales, mes amis, mes collègues, mes parents, en me disant tu quittes une bonne place, qu'est-ce que tu vas retrouver? Effectivement, je me jetais à l'eau, je démarrais de zéro. Je savais ce que je quittais, mais je ne savais pas ce que j'allais retrouver. Et ça, c'était la vraie contrainte. Et j'ai fait un travail là-dessus sur moi. J'étais déterminé à vouloir réussir ce projet, qui était déjà lancé une maison d'hôtes. Et ça, personne ne pouvait m'arrêter. Même s'il y avait beaucoup de freins, j'ai mis toute l'énergie là-dessus pour pouvoir avancer. Est-ce que tu sentais intérieurement que tu étais adapté au Maroc, à l'énergie du Maroc? Tu te sentais à ta place? Alors effectivement, tu as raison de le souligner parce qu'on est vraiment porté quand on arrive à Marrakech. Et il y a cette dynamique de rencontre, d'énergie, qui fait que ça ne peut qu'avancer dans le bon sens, ça ne peut qu'être croître dans les activités économiques. Il suffit simplement, en tous les cas, de bien t'encadrer, de bien te structurer professionnellement, d'avoir les bonnes personnes qui travaillent avec toi ou pour toi, de manière à pouvoir développer les activités. Ça a été le cas pour toi alors? Tu t'es bien entouré? Écoute, ça aussi c'est des expériences, j'en ai vécu, parce qu'on croit toujours que nos codes culturels de France sont les mêmes qu'ici. Or, il faut se fier à d'autres références ici. Donc, il faut surtout faire des recherches. Il faut essayer de comprendre les codes du pays, les codes de la ville, les codes culturels, de manière effectivement à respecter les collaborateurs, comment ils travaillent. Des fois, on est dans des urgences et tout, on a des modes de travail qui sont les nôtres en Europe ou en Occident, qui ne sont pas toujours celles d'ici, et il faut s'adapter. Il faut prendre sur soi. C'est pas toujours évident quand on arrive, quand on les a compris, mais là après, on accepte les choses. Et là, les choses viennent. Quand tu vois l'époque où tu avais le début de ce Riad, et maintenant, comment est la Médina, comment est le business des Riad, et c'est quoi les grandes différences que tu vois entre ces deux époques? Les deux époques sont hallucinantes. Je suis arrivé en 2003, il y avait 100 Riad de référencés à la délégation régionale du tourisme, officiellement. Donc je faisais partie des 100 Riad. Quand je vois aujourd'hui la croissance de Marrakech avec l'évolution des maisons d'hôtes, que ce soit en informel, parce qu'aujourd'hui on achète une maison, un appartement, on fait maison d'hôte, on accueille tout le monde. Mais ça c'est de l'informel. Quand on voit cette croissance qu'il y a aujourd'hui, et puis avec les acteurs industriels qui sont arrivés comme Booking, comme Airbnb, qui ont amené cette croissance également touristique,
c'est juste hallucinant. Airbnb, ça marche bien au Maroc. Hein. Ça marche très bien, ça marche très très bien. Alors tout ça, ça tente de se réguler aussi parce qu'on connaît les lois qu'il y a en Europe et en France, pour nommer la France. Ici, c'était encore flou. Le cadre juridique est en train de se refermer. Et c'est bien parce que je pense qu'il faut aussi, pour la sécurité des touristes et pour également la croissance du pays et que ça soit équitable pour l'industrie touristique, que les hôteliers et les riades puissent travailler légalement en toute sécurité, que tout ce qui est informel et que ceux qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas tout à fait légales soient réglementés, quoi. Il y a un gros tourisme interne aussi qui choisissent l'option Airbnb. Tu vois, les familles, tout ça, marocaines. Ouais, on sent depuis la pandémie, on sent un engouement en tous les cas de l'expérience touristique. C'est-à-dire qu'on est moins dans le collectif avant. On prenait un forfait pour aller voyager dans un pays à travers un hôtel, en all exclusif comme ils disent. Aujourd'hui, on est plus pour aller vivre une expérience. Et cette expérience se vit souvent individuellement ou avec son mari, son époux ou son épouse. Et là, on trace un parcours d'expérience. Et l'expérience est quelque chose de super enrichissant culturellement, d'un point de vue émotionnel aussi, parce qu'on vit des choses en allant chez l'habitant, en découvrant comment on fait un couscous, par exemple, avec une cuisinière, le rituel du couscous, du thé à la menthe. Tout ça, ce sont des expériences fabuleuses que les gens vont rechercher aujourd'hui. Et tu as passé beaucoup de temps à Marrakech à cette période. Est-ce que tu as découvert les autres villes du Maroc, les autres régions, tu as voyagé un peu? Alors, c'est bien de le souligner, effectivement, quand on développe deux activités, on n'a pas beaucoup de temps pour respirer. Ouais. L'énergie qui règne dans cette ville est absolument hallucinante, mais elle a également peut-être le mauvais côté, si je j'ose dire, à savoir qu'il n'y a pas d'arrêt. Samedi, dimanche, la ville, elle bouillonne, elle travaille, elle continue. Donc, ça s'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Les gens arrivent de l'étranger, ils vous appellent, vous avez quelqu'un qui vient dormir chez vous. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Donc c'est difficile d'avoir du temps pour se poser, pour programmer un week-end au bord de la mer ou dans le désert. C'est jamais évident. Maintenant, il faut se mettre des phases de vacances et de week-end de manière à aller découvrir d'autres régions. Donc oui, pour des raisons professionnelles, puisque j'étais amené à faire des grosses productions pour le monde étatique du Maroc, des ministères, pour le tourisme. Donc j'ai pas mal voyagé dans le Maroc et découvert des lieux complètement insolites. Et pour résumer cette question, le potentiel du Maroc est juste incroyable. La diversité des couleurs, des paysages, des cultures, de son histoire est juste fantastique. Tu as eu des coups de cœur des régions qui t'ont touché plus que d'autres? Il y en a. Il y a un secteur que tu connais bien puisque c'est le désert, Merzouga. Je pense que, comme on dit, le désert, ça se mérite. Il faut y aller au moins une fois dans sa vie. C'est le recueillement avec soi, au lever du soleil le matin, devant cette immensité de sable et de désert, t'amène un apaisement, c'est clair, un recueillement avec toi, et des fois méditatif, sur lesquels on peut prendre un peu de temps pour soi, de contemplation, et c'est dire que là, la nature, elle est belle, c'est bien des fois de faire une pause et dire, voilà, waouh. Et quand on est entrepreneur, on a toujours 10 millions de tâches à faire et ça ne s'arrête jamais. Tu peux nous parler de l'importance justement de faire des pauses ou de prendre au moins un jour, ou de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi? Est-ce que tu y arrives déjà, toi, personnellement? Je suis animé par l'énergie de la ville et du pays, également des projets. J'adore ça, c'est dans ma nature. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire des pauses comme tu l'entends. Maintenant, la pandémie m'a quand même ramené sur terre, comme beaucoup de personnes dans le monde, et c'est une bonne chose. Ça a permis de faire un travail sur son existence, sur ce passage sur cette terre qu'on fait tous, et de voir l'essentiel des choses qu'on doit faire, et de voir les choses un peu plus posément. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai eu la tête dans le guidon en permanence parce que ça arrivait de tous les côtés et je voulais répondre partout. C'était capital pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus réfléchi,
J'essaye de me poser, j'essaie de programmer des week-ends, des vacances et de ne pas répondre oui à tout le monde. Ouais, savoir dire non. Exactement, ça va dire. C'est vrai que j'ai remarqué pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est important de pouvoir dire non pour se dire oui à soi-même. Ouais, si tu veux, tu viens de la Belgique, je viens de la France, si tu veux, on a rarement autant de sollicitations en Europe. Quand on arrive ici, la French Touch t'amène sur un piédestal où tout le monde te demande une activité, un coup de main. Et on se doit, quand on arrive dans un pays étranger, de s'intégrer dans ses coutumes, dans sa culture, et être également dans la compassion et dans l'aide avec ces personnes. Donc ce qui fait, tu es tellement sollicité, c'est extrêmement difficile de dire bah non, ça ne m'intéresse pas. Changement de décor. Ouais. Et où est-ce qu'on est ici d'ailleurs? Alors on est dans un lieu absolument subliminal. Pourquoi je t'ai proposé de venir ici? C'est un lieu qui s'appelle Dar Island, qui est tenu par une charmante Française qui s'appelle Catherine, et qui a fait de ce lieu un lieu absolument insolite. Tu le vois, tu découvres avec la végétation, l'environnement, c'est absolument magnifique. Et pourquoi ces lieux? Parce que, comme je te le disais en off, on a beaucoup de chance à Marrakech. On travaille dans des univers absolument extraordinaires. On est des privilégiés, il ne faut pas l'oublier ça. Donc la maison des gazelles. Et c'est quoi tes lieux préférés de Marrakech? Alors en termes de quoi? Tu vois, de divertissement, d'accueil, de Les restauration? lieux où tu te sens le mieux, que tu apprécies être personnellement. Il y a des lieux comme le Beldi Country Club que j'affectionne beaucoup. Par exemple, pour passer un dimanche à se lire un bouquin sur le bord de la piscine, dans des milliers de zitoun, d'oliviers et de ce champ de rose qui est absolument subliminal, qui a gardé en tous les cas toute son histoire aussi et avec ses murs en pisé. J'aime bien ce lieu, c'est une belle réussite. Mais il y a plein de lieux à Marrakech qui sont extraordinaires. J'ai eu la chance, grâce à mon développement, à mes activités, d'aller dans plein d'univers. C'est juste fantastique. Je pense que toutes les grandes personnalités de ce monde ont tous une maison ou une connexion à Marrakech. C'est vrai? Ah, c'est évident. Pourquoi, d'après toi, Marrakech attire autant aussi les célébrités, les hommes d'affaires? Alors évidemment, il y a cette culture du pays, il y a cet ensoleillement, il y a cette beauté et cette diversité des paysages qui fait que effectivement Marrakech va être classé dans le top 10 des destinations mondiales. Là on parlait des personnalités, il y avait encore Michael Jordan qui était là la semaine dernière. Je crois qu'il y avait le cofondateur de Google qui était présent aussi la semaine dernière. Ça n'arrête pas, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des personnalités qui arrivent. Alors après, ils sont des voyages un peu discrets ou des voyages professionnels, mais cette ville attire énormément. On peut soulever également l'écho du mondial et de l'équipe du Maroc qui a permis effectivement à faire connaître le Maroc dans des pays où les gens sous-estimaient ou ne connaissaient pas du tout le Maroc et encore moins Marrakech. Et on a des événements internationaux aussi qui se produisent presque chaque année. Tout à fait, tout à fait. La force de Marrakech, c'est qu'elle a une capacité déjà hôtelière pour pouvoir accueillir des grands événements mondiaux sur lesquels également j'ai eu la chance de pouvoir participer, comme la COP22, les festivals du film, les Marrakech du Rire. Et la COP22, par exemple, c'était un événement absolument fantastique. Fantastique. Je pense que c'est un des plus gros événements du Maroc qui a été créé. Et le lieu où ça s'est passé, ils ont dû tout construire. Et là, ils recommencent encore à nouveau. Tout à fait, tout à fait. Ils partent de zéro sur un terrain vide, à côté du Palais Royal. Là, il y a un espace qui est complètement dédié aux gros événements de Marrakech. Et là, c'est 6 mois d'installation, des tentes immenses qui sont mis en place avec un village, un dispositif à la hauteur des grands événements internationaux. J'ai vu qu'ils réfléchissent de faire peut-être un palais des congrès qui serait fixe à cet endroit-là, pour justement ne pas devoir chaque fois reconstruire à nouveau. Alors déjà, on a eu la chance d'être doté d'un très beau palais des congrès à Marrakech, qui d'ailleurs le fondateur du palais des congrès est le père d'un de mes amis, qui était mon ancien patron quand je suis venu faire ma carrière de DJ à Agadir. Et c'est monsieur Alami qui a construit cet hôtel et ce palais des congrès. Donc déjà, il faisait partie à l'époque des plus gros palais des congrès d'Afrique.
qui était déjà un monument à lui tout seul. Effectivement, il y a peut-être besoin, vu l'étalage de Marrakech sur la place mondiale, il y a besoin aujourd'hui d'accueillir plusieurs événements en même temps. Donc c'est sûrement des projets qui sont en cours. Si comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements, c'est le premier lien dans la description. On va revenir sur ta deuxième activité, donc en parallèle du Riad, tu as créé ton agence, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé, les prémices, les débuts et l'idée même de cette agence? Quand je suis arrivé, effectivement, j'ai lancé cette activité. J'étais passionné d'audiovisuel, comme tu as pu le comprendre. Ouais. Et la passion d'audiovisuel m'a amené à positionner une société de production pour pouvoir répondre à la demande qu'il y avait. Comme on parlait d'événements à l'instant, sur les événements de congrès, il y avait un besoin de mettre des équipes en place pour pouvoir couvrir l'ensemble des gros événements. Donc là, ça passait par une notion, on va dire, de régie multicaméra pour faire des diffusions en live sur des gros événements. Donc beaucoup de techniques, beaucoup de matériel, beaucoup d'investissements. Ça m'a permis de lancer cette partie de mon métier de producteur, on va dire, audiovisuel. Et puis après, il y a eu la partie marketing qui est arrivée en second temps. Vu l'engouement qu'il y avait autour du contenu digital, on a développé le marketing d'influence avec des concepts innovants et notamment avec un partenaire qui est l'ancien président de Publicis au Maroc qui m'accompagne sur le développement des gros projets. Et là, ça m'a permis de lancer des projets comme on a lancé un label national pour l'artisanat du Maroc avec le ministère de l'artisanat. Ça, c'était il y a un appel d'offres américain. Un gros projet qui a duré 1 an. J'ai activé ce projet avec 3 partenaires. Il y avait un Libanais qui était avec moi sur ce projet et un ami de Rabat. C'était une belle expérience également. Donc on a travaillé sur ce label pendant 1 an. Et là, je suis en train de travailler sur un autre projet où on est en train de travailler sur un socle identitaire du Maroc pour placer le Maroc avec une identité liée à son accueil, son hospitalité et au sourire. Tu veux nous en dire plus là-dessus ou c'est encore confidentiel? Écoute, c'est pas confidentiel, non, on est en plein dedans. C'est passé par un appel d'offres qu'on a remporté, donc on a lancé la machine à produire. Là aussi, tu vois, je me réjouis que le Maroc m'amène à la connaissance, à la culture. Je suis dans des travaux de réflexion avec des intellectuels, des anthropologues, des historiens, des universitaires, sur lesquels on travaille aujourd'hui sur le sourire légendaire des Marachis. De manière à créer un véritable livre blanc qui pourrait servir ensuite de protéger ce patrimoine auprès de l'UNESCO. Et ce serait une véritable identité forte qui nous permettrait de capitaliser dessus. Donc voilà, on est sur la réflexion, le brainstorm, le benchmark, tous ces travaux là depuis maintenant 6 mois. Et puis en même temps, on est en train de commencer à produire du contenu qui sera diffusé dans les quelques semaines qui vont arriver là. C'est vrai quand tu viens de l'étranger ou de l'Europe, souvent les gens sont marqués par le sourire des gens, la spontanéité, l'hospitalité. C'est vraiment des traits qui définissent les Marocains et qui touchent en plein cœur. Tu as raison de le souligner. Dans mon voyage et mes périples dans le monde, j'ai rarement trouvé un accueil aussi fort, aussi émouvant, aussi touchant. Le Maroc ne laisse pas indifférent. Si tu es ouvert à la culture et aux personnes, ça ne laisse pas indifférent. Donc évidemment, ce sentiment d'appartenance, de reconnaissance qu'on a auprès des Marocains est fabuleux, Et on leur doit beaucoup de choses. Moi, je dois beaucoup de choses à ces Marocains et à ce pays qui m'a accueilli. Et le bonheur, la joie de vivre, n'est pas toujours corrélé à ton niveau de vie, tes finances ou ton statut. C'est ça qu'on peut... Tu as raison de le souligner aussi, c'est important. L'argent pour eux, c'est comme ils disent, Inch'Allah, j'en ai pas aujourd'hui, j'en aurai peut-être demain. Ils sont pas arrêtés à ça. Ce n'est pas une vocation première sur laquelle ils vont identifier la personne avec l'argent et la valeur. Vraiment, la relation culturelle qu'ils ont avec l'argent n'est pas la même que nous avons en Europe et en Occident. Il y a quand même pour une partie de la population marocaine un but d'aller aussi vers la modernité, le matériel,
c'est un peu paradoxal aussi, tu vois. Ouais, Mais comme tous les pays, quoi. ils sont à deux vitesses, effectivement. Ils viennent d'une culture différente, avec leur histoire qu'ils ont, avec une religion qui est importante, donc qui va à deux vitesses, hein, qui peut à la fois accélérer et freiner aussi. Ils sont connectés à travers l'ensemble des technologies et l'évolution du monde. Donc évidemment, ils surfent également sur les activités en pleine croissance et les activités qu'ont du développement, quoi. Ta boîte de production, tu as démarré les premiers pas. Comment c'était? J'aimerais bien revenir sur les débuts. Comment j'ai démarré? Bah écoute, C'était 100% Maroc ou tu étais un petit peu entre les deux encore? j'ai démarré un petit peu en France par passion. Donc déjà j'avais acheté comme toi, ma petite caméra, passionné de vidéo à l'époque. Et ensuite j'ai commencé à faire, grâce à la Française des Jeux, j'ai rencontré du monde. Et dans mes rencontres, j'ai rencontré une personne qui devait accueillir le Dalai Lama. Et moi, je vénère le Dalai Lama. Et c'était un rêve de pouvoir l'approcher. Et grâce à ce métier d'audiovisuel, bah, on peut approcher beaucoup de monde. Et c'est la grande force de l'audiovisuel. Et donc, ça m'a permis d'aller sur un passage du Dalai Lama, sa sainteté qui était de passage dans le cadre d'un événement à Niort. Et j'ai pu faire une couverture à l'époque. Avec ma petite caméra et me rapprocher de lui et rencontrer Mathieu Ricard et d'avoir des échanges absolument extraordinaires avec des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas eu ce média entre les mains, quoi. Donc ça, c'était les premières expériences en Europe, en France. Ensuite, au Maroc, j'ai démarré voilà, en couvrant des activités qui étaient liées à des congrès, des séminaires, des lancements de produits. J'ai démarré tout simplement, tranquillement. Ce qui fait que ça a été vite un développement puissant, puisque j'ai été vite sollicité. J'étais quasiment le seul à faire ce genre de métier quand je suis arrivé au Maroc. Il y avait le cinéma qui était en place. Et moi, je ne faisais pas du cinéma, je ne faisais ni de la télé. On était une unité de production avec une équipe qui proposait des solutions et qui répondait à un besoin de l'époque, quoi. Comment tu vendais tes services? Comment tu le présentais? Je présentais ma société comme une société de production qui proposait de faire soit des spots publicitaires, soit d'accompagner des événements pour des lancements de produits ou des couvertures multicaméra avec régie pour faire des congrès et des séminaires des grands groupes, quoi. À quel moment tu t'es structuré en équipe? Par la force des choses. Quand il y a une demande qui arrive, il faut derrière faire du recrutement. Et puis quand on sait qu'une entreprise, elle tient sur les ressources humaines, qui sont les bases d'une entreprise, donc il ne faut pas se tromper. Donc Très important, plus le recrutement est de qualité, avec des valeurs humaines et des ressources de compétences, plus la structure elle va se développer. Ouais, c'est super important que les bases soient solides et beaucoup de gens négligent le recrutement. Et en même temps, que ce soit un grand groupe, une petite PME ou une petite entreprise du coin de la rue, c'est toujours le fondateur de l'entreprise qui émet son énergie, la construction de l'entreprise et puis la philosophie de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise qu'il doit transmettre à son équipe. Et tout ça, ça doit permettre de faire rayonner l'entreprise. Et du coup, comment tu as fait? Je sais pas, j'ai fait avec mon ressenti, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, dans les émotions, dans le respect des codes du pays et puis dans l'envolée de l'entreprise. Je m'étais dit, bon, si je gagne en croissance et en économie, l'idée c'est que je fais participer également les collaborateurs. Donc j'avais mis des primes en place pour que chaque collaborateur puisse profiter et bénéficier de ces gains que l'entreprise faisait. Et comment tu les as trouvés? Souvent par annonce sur des portails ou parfois dans des recommandations. Au Maroc, un moyen de recrutement qui est peut-être à privilégier. Souvent les recommandations sont super importantes. C'est comme ça que dans ce pays, en tous les cas, on arrive à tomber sur des pépites. Et toutes ces années au Maroc, tu as développé un grand réseau. Tu peux nous parler aussi de l'importance de ce réseau, que ce soit pro ou perso, hein? Alors, comme tu as pu le voir, je suis un amoureux de la relation humaine et des gens. J'adore les cultures, j'adore la diversité et l'échange. Donc évidemment, j'ai tissé un réseau assez important lié à mon activité et lié à cette passion. Et aujourd'hui, ça me fait profiter effectivement d'une vraie reconnaissance. Et puis effectivement, tu vois, je peux aller d'un lieu ou à un autre. Il ne se passe pas 5 minutes sans que je croise quelqu'un dans un café, dans un bar. Et évidemment, ça m'amène toujours sur
sur des sollicitations professionnelles, quoi. Avec le recul, comment tu vois le développement de ce projet-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, des épreuves? Alors, avec le recul, évidemment, ben, on se fait une carapace, on se forme, on se forge. Il y a des difficultés qui sont lourdes, puisque, comme je le disais, liées au code du pays, il faut apprendre et puis surtout savoir le respecter et puis surtout à gérer ses émotions après. Et ça, c'est des choses qui s'apprend, il faut du temps pour ça, à contrôler ses émotions. Et jamais réagir frontalement, des fois c'est difficile. C'était un peu les points noirs de mes premières années ici. J'étais tendu, déçu, mon référencement culturel faisait que je ne comprenais pas pourquoi ils pouvaient faire des erreurs aussi idiotes. Mais après, avec le recul, bah, tu comprends les choses et tu prends de la hauteur, de la distance. Tu veux dire que tu t'énervais facilement ou... Oui. Ok. Ouais. Et maintenant, Je ne sais pas si c'est la sagesse du Maroc et les années. Oui, m'amène un apaisement et évidemment, j'ai plus non plus la même amplitude, la même pression, parce que quand on a jusqu'à 15 à 20 salariés dans une entreprise, il faut qu'il y ait une machine économique qui tourne. Quand on termine un projet, il faut qu'il y en a 3 ou 4 qui se préparent derrière. C'est jamais facile et il faut sortir les salaires à la fin du mois. C'est quand même tout ça assez éphémère dans les métiers dans lesquels on fait sur Marrakech. Donc c'est pour ça que ça n'a jamais été évident, mais écoute, je crois que j'ai été porté par une belle étoile et puis la croissance s'est bien développée à la vitesse que je voulais. Il y a un point important qui m'a permis en tous les cas, et ça je peux le dire sur les investisseurs qui veulent venir, c'est toujours essayer dans la mesure du possible d'avoir 2 ressources économiques. Comme ça, quand il y en a une qui est en baisse, il y a toujours l'autre qui permet de pallier. Moi, ça a été une des grandes leçons du Corona. J'avais qu'une seule activité liée au tourisme. Et quand le Corona est arrivé, tout s'est arrêté. Là, je suis switché sur avoir 2 activités. Comme ça, s'il y en a une qui s'arrête, l'autre peut continuer. C'est une très bonne initiative. Et ça, il faut encourager nos amis qui nous regardent, qui souhaitent investir un pays comme le Maroc ou un autre pays, à imaginer 2 secteurs d'activité, car effectivement, pour parler que de Marrakech, on sait que c'est fragile. On sait que c'est fragile. En 20 ans, j'ai vécu beaucoup de crises. J'ai vécu les attentats, j'ai vécu la pandémie, j'ai vécu pas mal d'arrêts d'activité et c'était des périodes difficiles. Quel impact a eu la pandémie sur ton activité pro, justement? L'impact, voilà, l'arrêt total donc, de mes 2 activités, le Riad, le néant, l'agence de communication digitale avec qui on était en contrat avec la Royal Air Maroc. On produisait du contenu avec toute une équipe d'influenceurs. On était une quinzaine de personnes sur les contenus qu'on produisait dans le monde entier. J'avais un contrat, j'ai travaillé 3 ans avec eux et le contrat s'est terminé la veille du début de la pandémie. Donc on a réussi à clôturer l'ensemble de dossiers. J'ai pu rentrer en France. J'ai dû arrêter mon activité d'agence à Casablanca, clôturer tout ça, rentrer en France et me mettre en mode de résilience et de réfléchir un petit peu à ce que je pouvais faire pour la suite de mon parcours. Et puis la réponse, tu l'as, je suis de retour au Maroc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le projet s'est développé humainement avec tes employés. Tu as démarré avec combien de personnes et tu en es où maintenant? Alors j'ai démarré avec 4 employés à l'époque au Riad. Plus après j'avais un collaborateur qui était un vidéaste qui m'a accompagné. Et ensuite voilà, je suis passé jusqu'à 20 employés dans mon développement quand il y avait les 3 activités. Donc il y avait l'agence de communication, de production, il y avait le média télé Marrakech TV que j'ai développé en 2006 et il y avait le Riad. Et de toutes les expériences que tu as fait professionnellement au niveau audiovisuel, lesquelles t'ont marqué le plus ou tu en gardes des souvenirs, des anecdotes? L'expérience de télé que j'ai créée, c'était absolument fantastique. Là encore, le Maroc est une terre d'accueil et te permet de faire des choses si tu as la volonté, le courage, l'ambition, la passion de pouvoir réaliser tes rêves. C'est fantastique. Et le média, comme tu peux le savoir, c'est comme toi en tant que youtubeur, tu t'exposes rapidement et là tu es sollicité assez vite. Je suis passé d'un téléphone qui sonnait peu à un téléphone qui n'a pas arrêté de sonner pendant des années. C'était un truc de fou.
C'était quoi le concept de cette télévision? Alors le concept de cette télévision était effectivement de placer un média télé à Marrakech, de manière à faire la promotion de la destination, de faire voir l'ensemble des activités touristiques qu'on peut visiter, l'ensemble des événements culturels qui existent également, de manière à créer une synergie autour de ces événements et surtout à fidéliser les touristes sur la destination Marrakech. Et également ouvrir le volet des investisseurs dans cette partie. Et ça a été construit sur une réflexion éditoriale avec toute mon équipe. Et puis également, on s'est tout de suite encadré avec l'ensemble des acteurs politiques de la région, à savoir le Wali, le maire de l'époque, les associations, la fédération des hôteliers de Marrakech, l'ensemble des collectivités régionales. Et donc j'ai pu ensuite développer ces activités. Et là, le média t'amène à des rencontres fabuleuses, puisque bon, la chaîne était sur le festival du film, enfin sur tous les événements de Marrakech. Et on avait une croissance absolument phénoménale. J'avais 5 émissions avec 3 animateurs et animatrices, dont une que j'animais qui s'appelait Souk Info. C'était l'actualité de la semaine que je régulais en 6 minutes à peu près. Génial. Que tu pourras retrouver en images si tu le souhaites. Et c'était diffusé comment? Alors la chaîne de télé était diffusée dans les chambres d'hôtel, qui était diffusée sur le canal 1 de chaque chambre. On avait à peu près une vingtaine d'hôtels, soit en moyenne 200 à 400 chambres par hôtel. On avait une fréquentation assez incroyable et l'audience était justement calculée en fonction de la fréquentation des hôtels. Et la pertinence était fabuleuse puisque le contenu, on avait 1h30 de contenu qui tournait en boucle et en regardant cette boucle, on avait le sentiment de regarder une vraie chaîne de télé. Et j'ai été sollicité par beaucoup de médias de Rabat, de Casa, pour créer une entité dans chaque ville sur le même modèle que Marrakech. Et ça s'est arrêté ce projet ou... Ça s'est arrêté malheureusement à travers les différentes crises qu'on a vécues. Et surtout, il y avait un métier sur lequel je ne connaissais pas, c'était le métier de la régie publicitaire qui permettait de financer le projet. Et malheureusement, on n'a pas trouvé un équilibre financier, malgré les retours que j'avais autour des médias, on n'a pas trouvé l'équilibre qui nous permettait de continuer. Mais pour t'avouer, aujourd'hui, on est sur des balbutiements de réflexion. On brainstorm pour voir si un média nouvelle génération pourrait répondre à un besoin de consommation digitale et qui permettrait à un parcours touristique ou un parcours client qui vient de Londres, de Tokyo, de Paris, de s'informer sur une expérience qu'il pourrait faire d'un point de vue touristique et de trouver un média en ligne qui permettrait de répondre à ces questions. Et avec ton regard professionnel, comment tu vois le développement de YouTube par exemple? Est-ce que tu es conscient de la force que ça a, de la puissance comment tu vois les choses par rapport à ces nouveaux médias? Alors, l'avènement de la chaîne YouTube? De la consommation des gens de YouTube, des réseaux sociaux, point de vue vidéo. Parce que YouTube, on dit que c'est la télé du futur, tu vois, ça se développe bien. Alors pour moi, dans les médias sociaux, il y a plusieurs canaux qui aujourd'hui, chacun est positionné sur ses modes de consommation. YouTube a été un des précurseurs que j'ai vu arriver, car en 2006, on était du contenu physique qu'on diffusait dans les chambres d'hôtel et on s'est vite après intéressé au digital. Et en 2006, le débit sur Internet ne permettait pas de diffuser de la vidéo. Mais aussitôt, c'est arrivé assez rapidement avec le concurrent de YouTube qui n'était pas encore né, c'était Dailymotion qui s'est lancé dans l'aventure, sur lequel on a capitalisé aussitôt ce média pour mettre en place la chaîne. C'était des Français, je pense. Hein. C'est des Français, effectivement. Et ça nous a permis d'avancer rapidement sur le digital et de mettre en place après le contenu et la chaîne Dailymotion qui rediffusait sur le site internet de Marrakech TV. Mais pour répondre à ta question, effectivement YouTube est là aujourd'hui, prend une place prépondérante, on voit vraiment autour de l'engouement de YouTube et l'algorithme. Et n'oublions pas, YouTube c'est Google, même si aujourd'hui avec la IA qui arrive, Google est dans une impasse un peu compliquée parce que
ils sont en train de se faire dépasser. On en parlait en off tout à l'heure. Je pense qu'ils vont rebondir assez rapidement. Ça t'intéresse l'IA, les nouvelles technologies? Alors effectivement, la IA est passionnant. C'est absolument fantastique ce que nous sommes en train de vivre. Une épopée, peut-être comme on a vu l'avènement du web arriver, je crois qu'on sous-estime la lame de fond de la IA, ce qu'elle va apporter dans le monde de demain. C'est juste hallucinant, la progression de toutes ces activités qui sont en train de se développer en sous-marin. Là, on connaît que ChatGPT et quelques balbutiements de future IA. Mais il y a énormément de choses qui sont en train de se construire. Tout. Et là, il faudra sauter dans son wagon pour effectivement trouver le métier qui permettra de surfer sur la croissance de la IA. Ou sinon, certains vont peut-être subir quelques échecs économiques si on n'attrape pas ces nouveaux médias, cette nouvelle génération, cette nouvelle techno, quoi. Ouais, c'est important de s'y intéresser dès maintenant, d'y toucher. C'est ça, c'est ça. Se l'approprier, de la mettre dans son quotidien, de regarder les évolutions. Je pense que par jour, il doit y avoir une centaine de startups qui sont en train de se créer dans le monde. Et tout ça va répondre à des besoins que tout le monde aura dans le monde futur. Alors évidemment, c'est mettre en périple un certain nombre de métiers, mais je crois qu'avec un peu d'intelligence humaine, non pas artificielle, on pourra trouver de la croissance. Je pense que quand on regarde l'histoire, les métiers d'hier qui ont vu évoluer la technologie à travers par exemple l'industrie automobile, les robots qui sont arrivés, tout ça c'est une passation de métiers qui amène d'autres métiers et des nouveaux métiers. Il ne faut pas le sentir comme en étant impacté par l'évolution de la technologie. Il faut le prendre au contraire comme une évolution et de transmettre et de progresser avec la techno, ce qu'elle va nous apporter. Et se créer son métier autour de ça. Ah, j'avais vu l'exemple d'un agriculteur du 19e siècle. Il aurait été incapable d'imaginer l'agriculteur du 21e siècle et comment tout allait évoluer. Chaque fois, on fait des sauts. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais là, on vit un moment qui est prépondérant et il faut s'y intéresser. Il faut l'intégrer dans sa vie de tous les jours si on le peut. Alors évidemment, on n'est pas tous dans des affinités de technologie, on n'est pas tous dans des corps de métier, on va dire, on est sur le net et tout ça. Mais dans la mesure où on en a besoin, que ce soit la photo, la vidéo, l'écriture, la conception, la rédaction, le marketing, le droit, tous ces métiers aujourd'hui ont la chance de pouvoir être dotés de l'AIA pour pouvoir se l'accommoder et utiliser les bienfaits pour effectivement être un gain de temps et d'optimiser sa productivité. Je ressens aussi qu'une partie de la population soit le rejette, genre on ne veut pas de ce futur-là, ou alors ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais en fait, c'est à nous en tant qu'humains de décider notre futur aussi et comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on va développer avec. C'est clair, je vois, on a deux écoles. Il y a ceux qui sont réfractaires à l'évolution de la techno et il y a ceux qui surfent sur la croissance de la technologie. Donc évidemment, il y a deux écoles, il y a des attraits qui sont différents. Ouais. Mais comme tu le dis, il faut sauter dans son wagon Je crois que dans tous les cas, on ne va pas y échapper. Donc, ouais, il faut la faire avec. C'est clair. On a parlé aussi en off qu'on a ressenti un grand engouement des étrangers pour s'installer à Marrakech. Comment tu le vis, comment tu le ressens, comment tu le vois autour de toi? Écoute, après 1 an et demi en France pendant cette pandémie, je suis de retour depuis 6 mois. La progression de Marrakech est absolument hallucinante. Je vois une évolution, une démographie. Je vois une ville qui a 37 ans, qui est en train de s'étaler. Je vois tous les jours de la circulation que je ne connaissais pas il y a 5 ou 6 ans à Marrakech, qui est en train de se doter d'une croissance hallucinante de véhicules. C'est inquiétant et à la fois c'est encourageant. J'ai envie de dire, il faut que la ville arrive à se positionner aujourd'hui sur un scénario international, puisqu'elle fait partie des plus grandes destinations touristiques du monde. Et donc il faut que son offre touristique réponde à la partie sécuritaire, à la partie attrait touristique, dans les mêmes catégories que ces villes proposent.
Et c'est ça qu'il faut que le Maroc s'accroche à faire au niveau international. Donc c'est un défi en tous les cas pour le pays, c'est un défi pour Marrakech. Je crois qu'ils en ont les capacités et en tous les cas on voit des aménagements, on voit une volonté politique à mettre tout en œuvre pour que cette croissance elle s'envole dans les mêmes standards internationaux, comme je le disais. Déjà, on voit une profonde lassitude de ce qui se passe en France. Donc, ça amène effectivement des réflexions à ceux qui ont envie de s'expatrier. Et les profils sont de tous les environnements, c'est-à-dire toute catégorie, que ce soit quelqu'un en solo, que ce soit une famille, que ce soit des retraités. On voit bien qu'il y a une volonté de venir s'installer ici et de pouvoir vivre, en tous les cas, sous le soleil de Marrakech toute l'année et avec son environnement qu'il comporte. Et puis également son niveau de vie, parce qu'il faut quand même, avec l'inflation qu'on est en train de vivre en France, qu'on vit aussi au Maroc, mais quand même beaucoup moins flagrant, en tous les cas pour nous, en tant que Français, on arrive à vivre plus facilement au Maroc qu'en France. Avec un meilleur cadre de vie. Effectivement, que ce soit dans les modes de consommation, avec un cadre de vie, la voilure n'est plus du tout la même, quoi. Donc là, on est sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Je m'adresse principalement aux entrepreneurs, même s'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne. C'est quoi tes conseils, tes observations pour les entrepreneurs ambitieux qui voudraient venir ici créer des projets? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Déjà, bravo de mettre un média, une chaîne à disposition des futurs expatriés. Je pense que c'est super important ce que tu es en train de faire. Ça contribue à mettre en tous les cas les personnes dans des conditions un peu plus favorables, puisqu'on vit tous une expérience en arrivant ici avec des contraintes. Et si on était parfois aiguillé sur des modes, on va dire, administratifs, des modes culturels, des modes de relations, ou d'aller sur des parcours directement au lieu de faire le tour, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps, d'énergie et peut-être de l'argent aussi. Donc oui, ton activité est importante, et pour donner des recommandations, déjà effectivement c'est de préparer son projet. Alors il faut faire attention, des fois on a une idée de projet qui est modélisée en France et on arrive ici, le projet ne convient pas du tout. Donc je pense qu'il faut préparer un pré-projet, venir ici en immersion, passer des vacances, regarder, s'interroger auprès du secteur, des activités dans lesquelles vous voulez les développer. Rencontrer des institutions, poser des questions, et puis je pense revenir chez vous en France. À partir de là, ça vous définira une coquille, on va dire, d'un métier à exécuter ici. Mais je dirais, le métier, il faut surtout imaginer la création d'entreprise. Car en tant que salarié, je pense que c'est difficile de trouver, on va dire, un confort d'activité à Marrakech. À savoir que les conditions de vie et de salaire, on le connaît tous ici. C'est difficile en tant qu'Européen de venir prendre un SMIC marocain pour travailler. Donc ça, c'est un premier problème. Même si après on apporte de la valeur, qu'on soit un chef cuisinier français et qu'on s'installe ici, donc on aura toujours quand même les barèmes des salaires qui sont là. Et on va tourner peut-être à 2 fois moins cher en termes de salaire qu'en France ou dans un autre pays. Donc voilà, j'encourage en tous les cas à la création d'entreprises. C'est facile, on peut rapidement monter une entreprise, il y a des services pour ça. En une semaine à 15 jours, on peut avoir une coquille juridique de montée, trouver un bureau, trouver une banque, et puis après à mettre le marketing en place. Et puis là, l'aventure commence, et c'est là que les plaisirs et des fois les contraintes vont arriver, mais ça fait partie du développement d'une entreprise. Est-ce que le marketing et la communication est différent au Maroc qu'un autre pays, ou pour toi c'est... Alors, le marketing, effectivement, il faut s'intégrer dans cette partie culturelle et comprendre les tenants et les aboutissants d'un pays. Il faut effectivement analyser le mode de fonctionnement du pays, le mode de consommation du pays, les niches sur lesquelles vous allez travailler. C'est différent, oui, de la France, c'est différent des autres pays. Je pense que chaque pays a sa particularité, et chaque pays a ses facultés de marketing, en tout cas pour les marques de consommation. C'est quoi les grandes différences? Voilà, c'est une question. Les grandes différences, je pense, c'est d'ordre culturel. Par exemple, tu vois, si tu réfléchis sur un concept publicitaire d'une marque, une mode de consommation, tu veux faire un spot publicitaire.
Bon, voilà, on a des contraintes, par exemple pour faire un spot, c'est le gros plan qu'on fait sur la femme de ménage ou la cuisinière ou la mère de famille, à savoir s'il y a un plan sur elle, il faut qu'il y ait une tenue qui soit adaptée culturellement par rapport à la cible qui la regarde. Ouais. On ne peut pas être sur par exemple une chemise ou un bouton ouvert, il y a plein de codes à respecter Mhm. et qui sont draconiens. Ouais. Ouais, il y a un rapport à la nudité qui est Ouais, sensible. tout à fait. Mais Mhm. même dans, 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 dans une assiette ou pourquoi pas sur une table d'un ramadan, enfin, il y a plein d'éléments qui doivent être respectés. Et Mhm. ce sont des codes qui sont importants. Alors, donc là, c'est de l'intégration culturelle. Et c'est pour ça que des fois, nous, en tant qu'Européens ou Français, on n'est pas toujours les premiers à pouvoir répondre à cette problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours des équipes pluridisciplinaires avec des expériences marocaines ou des personnes d'origine du pays. C'est quoi les choses qu'il ne faut pas faire ici? Écoute, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, toi, en expérience média, quand tu es exposé, il faut faire attention. Déjà, de ne pas toucher à tout ce qui est alcool, drogue, enfin toucher, façon de parler, communiquer. Déjà, ne pas communiquer sur tout ce qui est drogue, C'est alcool, mal vu ça? tout ce qui peut toucher aussi à la religion. Il faut faire très attention. Inutile de vous dire que tout ce qui touche à la monarchie et à Sa Majesté le Roi, il faut mieux s'en abstenir. La carte du Maroc aussi. Exactement. Donc voilà, il y a quelques règles quand même à respecter, des règles déontologiques, il faut faire attention à ça. Maintenant, voilà, quand on fait les choses, il faut réfléchir avant de les exposer et les médiatiser, quoi. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'encourage mes abonnés, mes clients à vraiment prendre le temps de connaître le Maroc profondément, tu vois. Son état d'être, son état d'esprit, sa culture. Tu as raison de le dire, c'est un peu comme je te le disais, le parcours d'un investisseur. Ne pas se presser, enfin, surtout si on a les moyens, il faut laisser le temps au temps, il faut réfléchir au projet, il faut venir regarder la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait les choses, avec qui elle travaille, quel fournisseur. Il faut vraiment tester les choses et revenir après en France et prendre de la hauteur, ou pas revenir en France, hein, rester ici, mais prendre de la hauteur et commencer à construire son projet. Il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent ici, qui ne passent pas le cap de 2, 3 ans. Est-ce que tu l'as remarqué aussi dans ton entourage? Alors effectivement, on nous dit en tant qu'expatrié qu'il faut passer au moins une période de 4 à 5 ans pour pouvoir imaginer du long terme au Maroc. C'est toute la difficulté qu'il faut appréhender. Et une fois qu'on s'est construit avec ses codes culturels, on peut imaginer un avenir plus serein dans ce pays. Mais effectivement, on voit déjà on voit du monde qui arrive enthousiasmé d'un projet comme tous et malheureusement qui rentre dépourvu de moyens et déçu, voire déprimé. Je pense que c'est le manque du recul et de discernement. Et je remarque une capacité d'adaptation quand tu es un étranger dans un pays qui n'est pas le tien. Tu dois forcément t'adapter et modifier une partie de ton état d'être aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intégration culturelle, par exemple, vous habitez dans la Médina, il y a des codes religieux, il y a des codes culturels qu'il faut entendre et Respecter, voir. ouais. Et c'est à nous de faire le premier pas, c'est à nous de nous intégrer dans cet aspect social qui est la vie avec toutes ces composantes qui fait que c'est riche, mais on doit également les respecter. Alors il y a des petites choses des fois qui peuvent nuire à nos modes de fonctionnement d'Occident, mais c'est à nous de faire l'effort et de nous intégrer et de respecter la population. Et une fois que tu as intégré les codes, c'est magique, quoi. Complètement. Quand tu as compris le mode de fonctionnement des Marocains, c'est un vrai plaisir. Et après, ils te le donnent tellement, ils te renvoient ça tellement dans de l'amour, dans du partage, dans de la compassion, dans de la bienveillance. C'est tellement puissant et fort. C'est notre raison d'existence dans ce pays. Mm. Toi, ça fait combien d'années au Maroc? Ça fera 20 ans. 20 ans. Wow. Je suis arrivé en 2002. Voilà. Moi, ce sera 10 ans l'année prochaine. Eh ben, ça y est. On a passé les caps. Et c'est quoi ta vision du futur pour terminer? Est-ce que tu dois rester ici? Comment tu visualises la suite? Alors mon avenir, je le vois
vois maintenant, avec bien entendu le Maroc, c'est évident. J'ai un attachement profond. J'ai un attachement de cœur pour ce pays et puis cette ville. Une grande partie de mes amis sont ici. Je me vois effectivement vivre une grande partie à la fin de mes jours ici. Donc ouais, ça fera partie de mon parcours de fin. Avec mes 60 petites années, je vais intégrer en tous les cas une installation, on va dire, sur du long terme ici. Marrakech attire beaucoup de célébrités, tu en as dû en croiser énormément dans le cadre de ton activité. Oui, alors c'est vrai que grâce aux médias, télé, Marrakech TV, grâce à la production, ça nous a permis de rencontrer pas mal de personnalités. Je coproduis également des émissions avec TV5 Monde, avec Patrick Simonin, qui s'appelle L'Invité. Donc on est sur le Marrakech du Rire chaque année. On est sur le Festival du film chaque année et qui me permet de faire des rencontres absolument improbables avec Martin Scorsese, avec Sharon Stone, avec vraiment des people de toute envergure, des pointures internationales, et à la fois des locales et à la fois des Français aussi. Et ça, c'est une grande chance, grâce à ces médias, de pouvoir approcher ces personnalités. Mais en général, je respecte les codes de notre métier, je ne fais jamais des selfies. Je ne m'affiche pas avec les gens pour dire voilà, j'ai côtoyé tout ça. Mais voilà, je reconnais que c'est une chance en tous les cas de pouvoir approcher ces personnalités. Tu veux dire dans ton activité, ça se fait pas de prendre un selfie avec une star Non, c'est très mal interprété. Ouais. Ouais. Ma casquette de producteur, je me vois mal, parce que après, si je le fais moi, je ne vois pas pourquoi mon équipe ne pourrait pas faire un selfie. Ouais. Là, la dernière personnalité était Robert De Niro. Il avait son staff, il y avait 7 personnes, tout était minuté à la seconde sur l'interview. On était 15 en prod à la Mamounia. Donc évidemment, dès que l'interview est terminée, tout le monde se lève, tout le monde veut faire un selfie. Là, c'est no way, quoi. Il a développé un hôtel ici à Marrakech, c'est ça? A priori, ouais. Alors c'est peut-être pas lui directement, mais avec une filiale hôtelière qui l'a accueilli. Il faut savoir que souvent, des fois, on fait appel à des personnalités par rapport à leur marque ou à leur nom, ouais, qui permet de communiquer sur l'hôtel et donner un écho, on va dire, un peu people à l'hôtel, et ce qui fait rayonner après cette image. Comme l'hôtel de Ronaldo. Exactement, oui. Exactement. Et il y a beaucoup d'artistes français aussi qui ont leur villa à Marrakech, qui vivent une partie de l'année ici. Je pense que toutes les grandes personnalités de France, et même étrangères, ils ont tous une villa à Marrakech. Ou ils ont tous une connexion où ils peuvent venir ici. C'est juste incroyable le nombre de personnalités qui viennent, qui arrivent et qui sortent. Si on voyait le nombre de jets privés, on calculait le nombre de jets privés qui arrivent et qui atterrissent chaque semaine à Marrakech, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, ils prennent pas Ryanair. C'est difficile pour ces gens. Il y a d'autres choses que tu voulais partager, témoigner? Ouais, je ne savais pas si tu voulais un peu développer tout ce qui est dans le registre un peu du développement personnel, de manière à appréhender sa manière de faire, d'être dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc ça nécessite effectivement un travail sur soi, ça nécessite une réflexion et d'aller dans des voies de sagesse, dans des voies d'apaisement, dans des voies spirituelles. Et je pense que ça aussi, ça aide à pouvoir intégrer des pays comme le Maroc, ouais, ou d'autres pays. L'accueil de ce qui est, l'accueil de l'autre aussi, dans ces différences. Ouais, ça s'appelle le respect d'autrui. Effectivement, puisque ces différences culturelles sont là, comme on doit faire des efforts, donc il faut qu'on revoie notre registre, notre ADN intellectuel. Donc il faut faire un travail sur soi et ça passe par des voies peut-être méditatives, des voies de réflexion, des voies spirituelles. En tous les cas, ça permet de grandir aussi en soi. Ça, c'est très singulier et personnel, mais je pense que ça aide à contribuer la bienveillance, en tous les cas, d'un pays comme le Maroc. Tu as parlé du Dalai Lama. Tu as d'autres inspirations spirituelles ou philosophiques? Ouais, enfin, j'ai toujours une attirance vers cet univers, cet écosystème. J'ai parlé du Dalai Lama, oui, c'était l'occasion rêvée grâce à ce métier de pouvoir approcher cette sainteté. D'autres expériences dans cette voie-là, non, à part un voyage en Inde où je suis fasciné par la médecine ancestrale indienne, qui est l'Ayurveda. Ouais. Et j'ai fait un voyage spirituel de 6 semaines
qui m'a permis de me recueillir dans des lieux absolument insolites et de faire des ateliers de soins spirituels autour de l'Ayurveda. C'était un très bon souvenir. D'ailleurs, ils font des cures d'Ayurveda à l'Horeca. Ouais, complètement, j'ai découvert ça. Ouais. Alors je me dis, est-ce que la magie, elle opère aussi en restant au Maroc, en faisant de la médecine indienne au Maroc, je ne sais pas. Je pense qu'il faut tout un environnement de sagesse indienne pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si je fais cette démarche d'aller faire un soin ayurvédique dans un environnement marocain, je vais être complètement réceptif et captif sur les soins. Ouais, c'est différent quand tu le vis dans le pays. C'est comme les gens qui prennent l'ayahuasca en Europe ou qui sont déconnectés du pays d'origine, quoi. Et pour rebondir là-dessus, tellement passionné par l'idée de l'Ayurveda, j'avais même à l'époque l'envie et la détermination de créer un environnement, alors peut-être pas au Maroc, mais j'avais envie de créer cet environnement d'un ashram qui permettrait d'accueillir en tous les cas des hommes d'affaires qui avaient besoin de se recueillir 15 jours ou 3 semaines à travers cette vocation de l'Ayurveda. Et du coup, j'ai servi un peu de cobaye et j'ai fait des soins. J'ai découvert du côté du Kerala, effectivement, le bassin de l'Ayurveda, des grands professeurs et également des écoles et également des produits d'huile essentielle qui permettaient de faire des soins ayurvédiques. J'ai toujours cette idée dans ma tête, que j'ai depuis mes premiers pas au Maroc, d'arriver un jour à créer un lieu qui mélange justement spiritualité, bien-être animal, connexion aussi, Maroc, enfants, enfin tout un potager bio, écologie. Et le Maroc a une bonne terre pour ce type de projet, je trouve. Complètement. Il y a en tous les cas, dans toutes les composantes que tu viens d'expliquer, je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui d'aller sur quelque chose de sain, de faire attention à son alimentation, à son hygiène de vie et d'aller vers des chemins, comme tu viens de le dire. Et ça répond à une demande. Donc il y a sûrement des écosystèmes à créer pour accueillir des touristes qui veulent séjourner dans cet univers en intégrant l'ensemble de ces composantes. Et des Marocains. Des Marocains, bien sûr. Il y a un grand attrait aussi des Marocains à tout ce qui est spirituel, bien-être, développement personnel. Je remarque. Ah d'accord. J'ai pas fait attention à ça. Ah ouais, ça se développe bien. D'accord. Yoga. Ok. Ouais. Tu pratiques d'ailleurs toi le yoga. Et est-ce que tu as des livres ou des auteurs qui t'ont impacté aussi positivement? Bien sûr. Il y a Edgar Tolle que tu dois connaître, Le Moment Présent, qui est un best-seller, qui est un livre de chevet. Le pouvoir du moment présent. Ouais. Exactement. Ouais. Qui est... Et tu sais, j'avais ce livre-là en 2014 quand je suis arrivé au Maroc. C'est le livre qui m'a accompagné. Sérieux? C'était un truc de fou. Ouais. Mais je pense que ce livre est un best-seller et voilà, tu donnes la raison. Ça a bouleversé des vies. Je pense que c'est un livre qu'on doit conserver avec soi toute sa vie, quoi. Après, il y a les 5... Les 4 accords Toltec. Merci, très bel ouvrage et qui permet effectivement de la compréhension de la philosophie, de l'humain, comportemental, qui est capital. Très puissant. Hein. Voilà, c'est un peu ma littérature. J'ai du mal à sortir de ces schémas d'activité littéraire parce que j'adore ça, de comprendre l'être humain, de me comprendre, de m'aider au quotidien dans des charges émotionnelles, dans mes réactions, dans mon attitude, d'être posé, réfléchi, bienveillant. C'est des choses importantes qui devraient être d'ailleurs dans les outils pédagogiques au niveau scolaire, quoi. Oui, on devrait nous apprendre ça à l'école. C'est ça, c'est ça. Quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent, c'est la première fois que quelqu'un m'expliquait comment fonctionne le mental. Tu vois, et quand tu comprends déjà le processus, ça t'aide au quotidien par la suite. C'est clair que si on avait cette éducation scolaire, on nous apprenait à connaître l'être humain, ce serait déjà un élan dans la vie active et puis dans la connaissance de soi. Comme le théâtre, je trouve qu'on devrait avoir des cours de théâtre au niveau scolaire qui permettra d'apprendre cette aisance à être en scène
la scène, c'est la vie de tous les jours, et de pouvoir aborder autrui en toute confiance. Donc je pense que ça aussi, c'est le théâtre, le développement personnel, tout ça, ce sont des éléments qui seraient importants. En tous les cas, même dans la vie d'un adulte, il faut s'y attarder, c'est important. Ok, bah, merci pour ce moment partagé. Super, je tiens à te remercier en tous les cas, c'était un vrai plaisir. J'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ta personne. Je sais que tu es un peu dans ma philosophie de vie aussi, c'est pour ça que nos chemins se sont croisés dans des restaurants bio. À Yasso. Et effectivement, petite Salut. pensée à notre ami Kamal. Ouais. Bravo, continue. Et si dans ton audience, des personnes souhaitent en tous les cas à être accompagnées, aidées ou être recommandées, qu'ils n'hésitent pas à passer par toi et n'hésite pas à me le faire passer ce message. Ce sera un plaisir aujourd'hui d'aider des personnes qui arrivent. C'est un peu ce qu'on peut faire quand on arrive un peu à mon âge, de contribuer à aider une future jeunesse qui a envie de faire son propre chemin, à l'identique de quelqu'un ou pas d'ailleurs. Merci. Et Merci beaucoup. je vais mettre le site internet de ton agence. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter ou... Ouais, par email, bien sûr, par téléphone. Vous avez les liens en description. On va mettre aussi le lieu où on est aujourd'hui. Là ou là? Là. C'est difficile des fois de savoir. Ok, bah, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir en tous les cas de se retrouver dans un tel environnement avec ce climat que Marrakech nous donne au quotidien. Voilà, soyez les bienvenus à Marrakech comme on dit. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.